Salut, ici Jérôme Giaom de Giaom TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Nibiru, Planète X, Nemesis ou d'autres noms encore, Hercolubus, Marduk, etc. On fait le point dans cette vidéo. Alors peur, fantasme ou réalité, on va faire le point sur le système solaire, la planète, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, dans le cosmos. Est-ce que c'est juste un dernier délire New Age ou est-ce que c'est une réalité, quelque chose qui peut se passer, une possibilité que peut-être on nous cache. On va faire le point sur tous ces aspects au niveau énergétique, au niveau conscience, qu'est-ce que ça pourrait transformer, donc au niveau du travail spirituel qu'on aurait à faire, mais aussi au niveau préparation des autres niveaux, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et aussi sur le plan physique, matière, organisation. Alors c'est parti. Alors Nibiru, aussi appelé Planète X, 10e planète ou 12e, enfin bon ça n'a pas tellement d'importance, Hercolubus, Marduk, etc. ou Nemesis, fait référence à un objet céleste qui serait en train de venir tout proche de la Terre et qui fait en fait une révolution très grande de 3600 ans et qui s'approcherait donc dangereusement de la Terre. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une réalité cosmique? Est-ce que c'est simplement une projection, une peur de l'apocalypse, etc. A-t-on des preuves? Y a-t-il des recherches et donc des chercheurs qui se sont penchés sur la question? Ou simplement est-ce du pur délire? Et surtout, que doit-on conclure pour nous, pour notre vie quotidienne? Qu'est-ce qui va être changé ou qui risque d'être chamboulé? Ou qu'est-ce qui ne changera absolument pas? Faisons le point tout de suite. C'est parti! Alors on commence tout d'abord avec un petit rappel de la situation de la Terre en fait et de son champ magnétique qui l'entoure. Nous avons donc autour de la Terre un champ magnétique naturel qui est tout simplement dû au fait que, il y ait de la lave en fusion des métaux dans la Terre et que ce soit du coup une planète qui soit encore vivante. Voilà, elle émet son champ magnétique très puissamment, normalement, comme toutes les planètes, et aussi comme toutes les étoiles étant bien sûr avec des rayonnements et des champs magnétiques beaucoup plus puissants. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que ces dernières années, on a observé des modifications dans ce champ magnétique et notamment un affaiblissement significatif depuis quelques années et aussi un changement de position des pôles, que ce soit le pôle Nord ou le pôle Sud, qui se sont déplacés tous les deux progressivement et donc leur déplacement aussi a accéléré. Donc en fait, ce petit rappel nous permet de voir qu'il se produit des changements sur lesquels il n'y a pas eu forcément de grands reportages sur les médias, en tout cas aux heures d'écoute les plus fréquentés. Ça n'est pas pour autant un phénomène mineur, que en fait ça augmente et ça s'accélère. Ces dernières années, il y a une accélération de ce déplacement des pôles. Puisque ça se produit autant sur le pôle Nord que le pôle Sud, et ça nous fait penser qu'en fait l'axe magnétique de la Terre est en train de bouger, et donc ça confirme la théorie en tout cas d'oscillation ou de futur basculement des pôles magnétiques, tout simplement. Ce qu'on va regarder maintenant, ce sont les taches solaires. Alors vous voyez, sur ce schéma, c'est une photo du Soleil. On voit les taches en fait qui se déplacent selon des angles différents. Et en fait, il faut savoir que normalement, les taches solaires se déplacent de 15 degrés à peu près par heure. Ce qui fait qu'en 24 heures, on a fait le tour, un tour normal de 360 degrés. Or là, récemment, ces derniers temps, on a des variations tout à fait irrégulières dans les degrés de rotation par heure. Notamment, si vous regardez le graphique en bas, vous voyez, une fois on a 6,9 degrés, 11,8,
Au-dessus, on voit 16,7, encore au-dessus 7,6, puis 12. Vous voyez, ce sont des degrés, un nombre de degrés qui sont complètement irréguliers, qui changent tout le temps. Et ceci, eh bien, ça peut être tout simplement expliqué par eh bien, une Terre qui oscille et qui donc à la rotation est perturbée et n'a plus sa rotation bien régulière et bien réglée. Et donc du coup, eh bien, en observant le Soleil qui lui est toujours dans le même, un petit peu dans la même position, eh bien, on voit les variations de la Terre. Là, je vous ai mis un petit graphique justement qui illustre en fait comment le changement de position de la Terre, l'oscillation de son équateur, peut en fait changer le niveau des océans, et notamment comme ça s'est produit eh bien, précédemment au Brésil ou au Chili, avec des masses d'eau qui ont carrément inondé partout, qui sont venues de l'océan et qui ont en fait recouvert les côtes en fait, hein, et donc en fait, quand la Terre bascule ou oscille, ce qui se passe, c'est que l'équateur qui est légèrement plus large, dû à la rotation, hein, au mouvement de la Terre, que les pôles, il concentre donc de l'eau, en fait l'eau réagit hein, à tout mouvement centrifuge, en fait à tout mouvement de rotation. Si l'équateur se déplace, hein, si son inclinaison et sa rotation changent, s'il y a une oscillation, forcément l'eau va bouger en fonction eh bien, de ce nouvel équateur. Et donc, il va y avoir des déplacements d'eau, de masse, qui sont très importants. Et c'est ce qui s'est produit voilà, dans ces, entre guillemets, catastrophes naturelles. Ici, donc, je vous mets en fait le champ magnétique du Soleil qui a en fait qui s'est changé donc en bon, désolé, le texte est anglais, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que il s'est renforcé de manière incroyable ces derniers temps. Son champ magnétique a augmenté de 230% pendant ces 100 dernières années, et particulièrement ces toutes dernières années. Donc en fait, il s'agit du champ magnétique du Soleil, hein, de même qu'on a vu le champ magnétique de la Terre. C'est donc la bulle électromagnétique autour du Soleil et non les éruptions de solaire physique, hein, donc de feu. Et c'est donc cette bulle, ce champ électromagnétique, qui augmente de manière exponentielle et qui, d'après les chercheurs, ne peut être expliqué que par la présence d'une autre étoile qui s'approche et qui vient influer sur, en fait, eh bien, tout simplement notre Soleil. Et donc, eh bien, cette puissance qu'apporterait une autre étoile, qui pourrait être donc Némésis, l'étoile du système où il y aurait la planète Nibiru. Alors, revenons maintenant sur la Terre et nous allons observer eh bien, les différents relevés des tremblements de terre qu'il y a eu ces derniers temps. Et en fait, on va pouvoir observer très rapidement, que ce soit sur eh bien, le diagramme du Japon, celui d'Auckland ou un autre, eh bien qu'il y a une très 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 forte augmentation ces dernières années, puisqu'en fait on voit voilà, à partir des années 2005, 2004, 2005, on a vraiment beaucoup de tremblements de terre, notamment de très forts tremblements de terre sur d'autres graphiques qui présentent les tremblements de terre de magnitude 6, qu'il y en a vraiment une très grande quantité qui ont commencé voilà, à se déclencher à partir de 2003-2004. Et aussi, du coup, on voit sur l'autre graphique, eh bien, à partir de 2014 notamment, enfin bon, dès 2012 aussi, 2013-2014, une énorme augmentation des tremblements de terre de magnitude 3 et plus. Voilà, donc tout ça nous montre que les choses changent, que les choses évoluent et que pour ce qui est des catastrophes naturelles, ça n'est pas dans le bon sens. On continue notre tour justement de ces phénomènes naturels. Là, je vous montre notre petit graphique sur les fireballs. Donc ça, ce sont les boules de feu, donc les météorites, les astéroïdes, les objets qui s'enflamment, qui s'embrasent en entrant dans l'atmosphère. Donc c'est pareil, depuis 2005-2006 déjà ça a augmenté, 2007 encore, 2008 et en 2009 ça explose, 2010 encore beaucoup plus fort, et 2011 on a 2 fois plus que 2010. Et là j'ai pas les graphiques des dernières années, mais
il y a fort à parier que ça continue à augmenter. Alors ensuite, nous allons regarder justement les événements naturels, les catastrophes naturelles ou autres événements violents. Et donc là, sur ces graphiques, on peut voir que c'est la même chose que depuis, mais en gros, sur le premier, que depuis 2010, 2011, ça explose. 2012, 2013, oui, c'est une année qui a fait un bond dans tous ces événements, le nombre d'événements qui ont eu lieu. Et pour les catastrophes naturelles, donc là on voit pareil, la courbe qui monte, qui ne finit pas de monter, et qui finalement double, triple, euh, voire quadruple, puisqu'en fait de 2000 à 2007, on est à 3000, plus de 3200 événements catastrophes naturelles, toutes catégories confondues, hein, que ce soit des géologiques, biologiques. Alors géologique, je pense que bon, c'est les volcanismes, c'est le mouvement des plaques, etc. C'est les fissures, les trous, les effondrements, les glissements de terrain certainement aussi. Biologique, ça doit être les animaux qui s'échouent, les baleines, les dauphins, etc. La disparition des abeilles, notamment. Et hydrométéorologique, ça doit être tout ce qui est du coup précipitation, tsunami, etc. Tout ce qui est en lien avec l'eau, et peut-être aussi les vents et les tornades. Donc en fait, tout ça augmente de manière un peu folle. Euh, voilà, et les compteurs s'affolent. Et voilà, ça n'est pas tout à fait rassurant, certes, mais ça nous indique surtout qu'il se passe quelque chose de très fort. Alors si on continue un petit peu notre tour, notre énumération de tous les phénomènes naturels observés ces derniers temps, eh bien on a une recrudescence, une augmentation donc des cyclones qui ont une très forte intensité. On a aussi des pluies de poissons ou de grenouilles, d'animaux, un petit peu comme dans la Bible. On a donc aussi des augmentations du nombre de comètes, d'astéroïdes et de météorites qui passent dans l'atmosphère, soit qui carrément tombent sur Terre. Des crues et des marées qui sont très fortes aussi. Des fissures, on en parlait tout à l'heure. Des climats qui se dérèglent, hein, normalement chauds à des moments froids ou dans des pays froids, ou à l'inversement, normalement froid l'été. Ça, nous, on l'a très bien observé ici en France, des tempêtes de neige même dans les pays chauds, même l'été, des inondations dues à des pluies vraiment extrêmes, etc. Donc la hausse du niveau des mers, ça, c'est connu, d'accord, mais ce ne peut pas être que le réchauffement climatique qui fait ça, même si celui-ci a quand même été assez fort, et on a noté environ 3 degrés pour les océans et 1 degré pour l'air. Ceci dit, il y a des dérèglements puisque, bon là, on a des années très froides, très bizarres, où les saisons n'ont plus l'air d'être des vraies saisons. Des changements apparents aussi des positions des étoiles, du Soleil et de la Lune dans le ciel. Les oscillations de la Terre, ça on l'a vu. Déplacements accélérés aussi, voilà, des pôles magnétiques, ça on en a parlé tout au début, et ça n'est pas rien. Le Soleil qui, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, rien que dans ma vie, j'ai remarqué que le Soleil était plus jaune auparavant et qu'il est devenu beaucoup plus blanc, la lumière est beaucoup plus blanche. Et ceci, donc, ne peut être expliqué que par un changement soit de notre atmosphère, soit de la composition, enfin, du phénomène de la réaction du Soleil, en fait, hein, tout simplement, notamment de son champ magnétique, qui peut transformer aussi la manière dont ça brûle et donc il nous apparaît. Des activités justement solaires, donc on l'a vu, qui étaient soit insolites, soit très, très importants. Et ce n'est pas tout, les astronomes ont aussi observé des modifications extérieures sur donc des planètes du système, hein, notamment Uranus, Neptune, etc., dans leur trajectoire, mais aussi dans ce qui leur arrive en fait, hein, tout simplement, oscillation, pression, réchauffement, etc. Et aussi donc des observations dans le ciel qui ont été assez, on va dire, étonnantes ces derniers temps. Donc c'est vrai que si vous cherchez, vous allez trouver plein de choses. Je ne vais pas faire toute une, tout un développé que sur ça, mais c'est simplement pour souligner qu'il se passe quand même des choses maintenant qui sont reconnues de manière générale et qu'il est bon vraiment de se poser la question à quoi c'est dû.
Alors, ça pourrait être dû, certains nous disent, à de la géo-ingénierie, notamment, des installations telles que ARP, sont souvent montrées du doigt et incriminées, ou l'activité du CERN, l'accélérateur de particules en Europe. Mais pour de telles transformations, et notamment des transformations extérieures à la Terre, c'est tout simplement juste pas possible, donc ça n'est pas valable. Euh, le réchauffement climatique ne pourrait pas non plus influer sur les changements magnétiques de la planète, de notre planète, sur aussi comment dire, l'activité sismique, etc. Ça pourrait transformer effectivement, expliquer bon, des changements saisonniers, ça c'est sûr, des changements de température, mais pour tout ce qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, ça n'est pas crédible. Euh, donc, de même que ça n'est pas crédible par rapport au trou qu'on a pu voir dans le champ magnétique qui se situe au large du Brésil, sur l'océan. Donc là, c'est juste une autre raison, une raison qui est beaucoup plus puissante. Donc, il est peut-être temps de se demander si tout ça n'est pas relié. Alors, si on croise ça avec la construction de nombreux télescopes, notamment infrarouges, pour observer bien, de l'infrarouge, c'est pas n'importe quoi qu'on regarde en infrarouge. Justement, les théories autour de Nibiru et donc de l'étoile Némésis, comme quoi ça serait une étoile qui serait refroidie, et donc justement qui ne se voit pas à l'œil nu, qui ne se voit pas en lumière normale, puisqu'elle n'émet pas autre chose que des infrarouges. Eh bien, tiens, comme par hasard, peut-être que ces télescopes sont construits pour observer cet objet céleste. Alors, rentrons maintenant un petit peu plus dans la théorie et dans l'explication qui est donnée par différents auteurs et différents chercheurs. D'abord, il faut savoir que les Sumériens nommaient, donc c'est eux qui ont donné ce nom, Nibiru, à une de ces planètes, à ce système qui donc reviendrait, d'après eux, tous les 3600 ans. Il y a donc un auteur qui s'est beaucoup intéressé à ces Sumériens et à ces Babyloniens, qui s'appelle Zecharia Sitchin. Et donc lui, il a vraiment cherché, il a étudié et fait traduire, fait interpréter donc les gravures, les sculptures, etc., les écritures, hein, l'état de l'écriture aussi sumérienne, babylonienne, etc. Et donc il a compris, enfin il a décodé des choses et il en a fait des bouquins qui sont bien nombreux d'ailleurs sur ce sujet. Et donc c'est lui aussi qui a noté, donc qui a appelé ça la 12e planète. Et qui donc a été repris par d'autres auteurs, d'autres chercheurs, puisqu'en fait Zecharia Sitchin était un chercheur qui dans les années 80 a observé tous ces changements. Alors les premières choses qui sont produites, c'est en 1972, lorsque la comète de Halley a été déviée, en fait, hein, il a observé une déviation dans sa trajectoire, puis il y a eu Pluton qui a aussi été modifié par un objet qu'on ne voyait pas. Et à chaque fois, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Ensuite, il y a eu dans la ceinture de Kuiper les objets qui étaient déviés aussi. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un objet assez gros quand même qui modifierait tout ça? Et d'après les calculs, ça donne une planète qui fait 4 à 6 fois le volume de la Terre, voire plus. Et donc, c'est là qu'on a commencé à valider la théorie. Mais en fait, elle n'a jamais été vraiment... Au début, elle a été validée par la NASA. Ensuite, la NASA a sorti toutes sortes de bizarreries, de noms de comètes différentes qui, en fait, ne sont pas crédibles, puisque d'une part, sont trop petites par rapport à l'influence exercée. Et puis, en fait, il s'agit toujours du même objet et non pas de plusieurs objets différents. Voilà, donc ensuite, on a eu donc plusieurs chercheurs. Donc, notamment, il y a eu Marshall Masters, Bob Fletcher, David Mead et Rorschach, qui ont aussi fait des calculs pour avoir le cycle de déplacement et d'arrivée de cet objet. Nous avons aussi donc les chercheurs Nancy Leader, Carlos Ferrada et John Moore qui s'y sont intéressés, puis moins connu Gilles Broussard qui s'est intéressé à cela.
et qui ont aussi cherché dans des écrits, dans l'histoire, et qui ont trouvé justement que dans la Bible, il y avait, euh, il y avait un récit qui parlait de Wormwood, donc comme un astre ou une planète qui viendrait déranger tout ça. Les astronomes l'appellent la planète X ou 10, hein, la 10e ou la 12e planète. D'autres noms moins connus qui ont été utilisés, c'est donc Hercobulus, Xena, Némésis c'est plutôt pour l'étoile, Tyché, Kachina, Marduk, ça je crois que c'est pour les Babyloniens, l'étoile noire ou l'étoile sombre, même la bête on l'a appelée, et le dragon rouge, ou serpent tordu, et même le destructeur. Donc vous voyez, il y a eu plein d'appellations, plein de fois où on a nommé. En fait, c'est dû aussi, tous ces noms, c'est pas que dans l'histoire, c'est aussi les chercheurs qui, bon, quand il n'y a pas eu de cohésion vraiment par rapport à tout ça, et de validation de la NASA, chacun a donné son nom aussi, mais la plupart de ces noms sont tirés plutôt des traditions d'autres peuples qui l'ont étudié. Alors les Égyptiens représentaient visiblement Nibiru ou Némésis avec des ailes, et ce n'était pas le seul d'ailleurs à le faire, hein, puisque il y avait aussi, on a retrouvé ça dans plusieurs civilisations des représentations similaires, mais celle des Égyptiens est très parlante, puisqu'en fait ils représentaient un disque rouge euh, sur la tête d'Isis, et du coup c'était une femme ailée, euh, qui était représentée dans certaines cartouches vraiment comme certaines images qu'on a pu avoir de ce qui s'approche dans le ciel. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une très forte ressemblance. D'après certains, donc en fait, Samuel Hoffman reviendrait tous les 3654 ans dans notre système solaire, où c'est notre propre système solaire en fait qui pénétrerait à l'intérieur d'un gigantesque système stellaire, ayant en son centre justement une étoile rouge entourée de plusieurs planètes, dont Nibiru, Saru, Isatum, Matim, etc., etc. Et donc, et d'autres petits corps célestes, hein, des débris, qui fait que quand nous entrons là-dedans, nous vivons beaucoup de notre système et notre Terre connaissent beaucoup de problèmes et de soubresauts. On serait rentré en tout cas en contact, en relation à partir du début des années 2000, 2004, 2005, et c'est en 2012, justement au fameux 21 décembre 2012, date prévue par les Mayas, comme étant la fin du monde, mais en fait, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle serait passée une première fois le plus près de la Terre, en étant de l'autre côté de la trajectoire, de l'autre côté du Soleil par rapport à nous, donc en n'étant pas non plus hyper proche. Là, cette fois-ci, elle aurait fait le tour du Soleil, tout ce système aurait fait le tour du Soleil, il passait derrière, et revient maintenant du même côté que nous, où la planète, donc Terre, se trouve vraiment sur la trajectoire, et on va tout simplement se retrouver juste à côté, de plus en plus près, ce mois de janvier, ce mois de février, et pendant encore quelques temps, même si après elle va se rééloigner, il se peut que là, la période qui arrive soit bien chaotique, puisqu'on va passer vraiment le plus près de tout cet ensemble. Difficile de savoir si tout ça est vrai ou pas si nous n'avons pas nous-mêmes un télescope, un observatoire sous la main. En tout cas, moi je vous invite, vous qui êtes là, pour une partie d'entre vous en tout cas, vous êtes sensible, ouvert à l'énergétique, je vous invite à tester énergétiquement, à vous connecter à votre âme, à votre conscience, à tester aussi dans votre énergétique, hein, grâce aux différents tests énergétiques, à tester dans votre ressenti, dans votre cœur. Qu'est-ce que cela vous dit? Sondez-vous, prenez un moment, mettez la vidéo en pause, prenez un moment pour vous sonder par rapport à tout ça et voyez quelle est la réponse que vous obtenez. Alors si ça vous dit non, vous n'avez plus qu'à couper cette vidéo et reprendre une activité normale. Et si ça vous dit oui comme moi, qu'il se peut qu'il y ait quelque chose, et si vous ne savez pas, avez des doutes ou bien ne savez pas tester,
Eh bien, je vous invite à écouter la suite. Conclusion numéro 1. Il va bien se produire quelque chose, mais sur quel plan est-ce que ça va se produire? Est-ce que ça va être au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau simplement subtil, voilà, dans les corps subtils de la Terre? Ou est-ce que ça va être plus dense? Ça va se produire dans le magnétisme de la Terre ou carrément dans la matière physique, dense et intense. D'ailleurs, le magnétisme influe forcément sur la matière, puisque si on a une inversion des pôles, par exemple, un basculement des pôles, eh bien toute la matière va être secouée, notamment l'eau en premier. Hein, on sait que les marées sont créées par le magnétisme de l'influence de la Lune. Donc imaginez une telle planète, une telle masse, une telle étoile qui passe très proche de la Terre, eh bien ça pourrait secouer très fort. Donc il va bien se produire quelque chose, on ne sait juste pas exactement dans quel plan, on ne pourra pas le savoir avant que ça se produise, malheureusement. Et oui, il faut bien une part d'incertitude pour pimenter un peu la vie. Ma deuxième conclusion, que ça se produise sur un seul plan, sur deux, sur tous les plans en même temps, il y a pour nous la nécessité de bien nous préparer. Si c'est uniquement au plan de la conscience, au plan énergétique, spirituel, eh bien ça serait peut-être pas mal d'être prêt à accueillir ce qui vient, ce changement, ce bouleversement qui va être, à mon sens, assez énorme. Et donc de se préparer intérieurement, de se préparer à ces énergies qui vont arriver, à accueillir tout ça et à évoluer positivement avec tout ça. Et en effet, un événement comme ça va forcément influer sur nous, sur notre psychologie, sur notre mental, sur nos énergies, nos émotions. Donc il est nécessaire de se préparer sur ces plans-là, au niveau émotionnel, de bien pouvoir gérer tout ça, au niveau psychologique, hein, de bien aussi comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau mental, aussi et surtout au niveau énergétique, au niveau de notre conscience, notre travail intérieur et spirituel, de bien se préparer à accueillir ce changement. Et ça, c'est le minimum. Mais au maximum, si jamais ça se produit jusque dans le magnétisme de la Terre, jusque dans la matière, alors là, il faudra aussi se préparer physiquement, s'organiser, préparer autour de nous dans la matière des choses pour être prêt à toute éventualité. Ma troisième conclusion concerne la période à laquelle ça va se produire. Tu l'as compris, la période est calculée selon certains comme étant très proche, puisque pour certains ça va commencer à partir du 10 janvier, et la période va durer au moins pendant un mois. Donc il est urgent, vital, crucial de s'y préparer maintenant et de bien s'y préparer. Dans tous les cas, quelque chose va se produire, tu l'as compris, donc il y a nécessité de se préparer au moins au minimum au niveau énergétique, conscience et spirituel. Alors, comment bien s'y préparer? Eh bien ça va être un peu en mode survie énergétique en tout cas, puisqu'on est dans l'urgence. Puisque j'ai des aptitudes dans tous ces domaines-là, eh bien je t'ai préparé un kit de survie à appliquer tout de suite, efficace, rapide, concret, qui permet d'être prêt rapidement au cas où les premiers effets commenceraient dès maintenant. Tu vas trouver dedans des choses pour se préparer au niveau énergétique, conscience, spirituel, des choses pour bien gérer les émotions, le mental qui va certainement galoper, qui va flipper. Il ne s'agit pas de ça bien sûr, il ne s'agit pas d'attiser la peur, mais de se préparer au cas où. Par rapport à tout ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur, ne prenez pas peur de tout ça, simplement, il faut voir ça non pas comme quelque chose qui va être une apocalypse irrémédiable pour tout le monde, mais une occasion, eh bien, de voir ça comme une chance de retrouver notre autonomie, notre pouvoir intérieur, hein, pour pas dire notre pouvoir de droit divin, parce qu'en fait, tout ce que nous confisquent ceux qui nous gouvernent, mais aussi voilà, toutes les religions, c'est ça, c'est tout simplement notre pouvoir à nous, intérieur, personnel, divin, de droit divin, qui peut s'exprimer, qui doit s'exprimer à son plein potentiel. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc c'est très bien, ça va nous permettre d'évoluer vitesse grand V, de croître et de se fortifier, de se renforcer, de tout notre être, de devenir voilà, plus en fait, une meilleure version de nous-mêmes dans tout notre être, de pouvoir justement avoir l'occasion d'écouter et de mieux déployer notre être intérieur.
hein, d'être plus à l'écoute de nos parties les plus profondes, qui sont justement dormantes ou pas très réveillées, et d'accorder tout ça, d'harmoniser entre notre corps et notre esprit. Donc moi, je vois ça comme une magnifique occasion de pouvoir grandir et se renforcer, à condition bien sûr de faire la bonne chose, d'avoir la bonne attitude par rapport à tout ça, et de réagir et d'agir comme il faut sur les différents plans. Donc je t'ai préparé la trousse d'urgence, la trousse de survie pour pouvoir agir sur les premiers plans, les plans subtils et le plan spirituel, mais aussi derrière tu trouveras tous les autres conseils pour tous les autres plans afin d'être prêt jusqu'au niveau matière, physique, organisationnel, au cas où. Pour accéder à mon premier contenu gratuit, tu peux simplement cliquer sur le lien qui apparaît et qui est aussi inclus dans la description. Tu pourras ensuite t'inscrire et tu recevras par email ce premier contenu, ce premier conseil qui te permettront de te préparer. Cerise sur le gâteau, si jamais rien ne se passe par rapport à Nibiru en ce mois de janvier ou février, tu pourras quand même, grâce à tous ces conseils, te préparer aux changements énergétiques qui sont actuels, en présence et qui ont lieu, je dirais, un petit peu en permanence. On passe des stades, des paliers, donc ça te permettra de bien t'y préparer. Ainsi, tu seras toujours fin prêt aux changements qui ont lieu dans notre monde. Au plaisir de te compter avec nous. Ciao. Putain, ils avaient raison.